Donc un sujet passionnant, hein, évidemment, un retour retour d'expérience sur l'évolution de la gouvernance sous Solvabilité 2. Donc ça en a passionné plus d'un avant. Ça m'a passionné à titre personnel, enfin surtout à titre professionnel pour mes différentes publications depuis ces 4-5 dernières années. Marie-Laure, donc on va échanger avec Marie-Laure pendant une vingtaine de minutes. Marie-Laure, je t'en prie, prends un micro. Je connaissais à peu près seulement, hein, ce qu'était une gouvernance mutualiste. Mais alors, sous Solvabilité 2, il paraît que les choses ont un petit peu changé. Alors, concrètement, comment se définit une gouvernance mutualiste compatible avec Solvabilité 2 ? Ah, ça, c'est une belle question. Bonjour à toutes et à tous et merci déjà à Mutré de m'inviter à cette table ronde sur la gouvernance. C'est effectivement un sujet, je dirais, assez important parce qu'en fait, on est là devant quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire c'est l'arrivée d'un concept typiquement anglo-saxon qui vient percuter en fait une organisation juridique ou même de droit du travail dans des notions réglementaires qui restent encore extrêmement floues. Voilà. Donc, on a une nouvelle réglementation qui est arrivée au 1er janvier 2016, avec un volet gouvernance extrêmement précis. Et ce à quoi, je pense, beaucoup d'entreprises d'assurance n'étaient pas totalement préparées, c'était la façon dont cet aspect de Solvabilité 2 allait être traité du côté un peu de l'autorité de tutelle. Alors, on va rester entre nous, on va dire comme ça. Donc, d'abord, il n'y a pas eu trop de préparation sur ces aspects de gouvernance, je dirais. Au contraire du pilier 1 et du pilier 3, tout le monde est arrivé en Solva 2 avec sachant calculer son SR, ses provisions, et sachant remettre des états en XBRL. Ça, c'était chose acquise pratiquement. Par contre, sur le pilier de gouvernance, ce fameux pilier 2, il y avait encore beaucoup de travail à faire et je pense qu'il y avait une espèce d'impréparation. On ne savait pas trop comment faire. On a vu débouler des tas de politiques écrites à faire, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est d'être en Solvabilité 2 sur le plan de gouvernance ? Je crois qu'il faut garder à l'esprit qu'il y a 3 concepts importants. Et bien sûr, il y a une conformité à faire. Mais bon, voilà, si on laisse de côté tout ce qu'il faut faire, il y a vraiment trois concepts importants, je pense, autour desquels il faut vraiment réfléchir, savoir si on y conforme. Il y a un système de gouvernance pour gouverner les risques. Je crois que c'est l'idée de base fondamentale. Il ne faut jamais en sortir. Ensuite, il y a la transparence. Le qui fait quoi aujourd'hui doit être extrêmement détaillé. Là, il faut que ça soit détaillé à la fois dans la sphère politique, mais aussi dans la sphère opérationnelle. Et puis le comment. Le comment, c'est la formalisation. Et ça, ces trois concepts, je dirais, il faut les décliner à tous les niveaux. Alors, ils se déclinent aussi bien au niveau des instances de gouvernance. Alors, les instances de gouvernance, on en parle beaucoup. Alors, en mutualité, bien sûr, c'est conseil d'administration, direction générale. Maintenant, il y a les 2 dirigeants effectifs, etc., dirigeants opérationnels. Et puis, de l'autre côté, il y a toute la sphère opérationnelle qui font aussi partie, en fin de compte, de la gouvernance. C'est vraiment tout un système qu'il faut faire vivre, documenter, formaliser. Et là, je pense qu'effectivement, quand on peut se poser la question de savoir est-ce que j'ai une gouvernance compatible, compliant, avec Solvabilité 2 ? Moi, aujourd'hui, je ne sais pas. En fin de compte, je ne sais pas. Je pense que c'est à chacun de savoir s'il a traité ces 3 thèmes. Alors après, il y a des tas de choses à faire, des tas de formalisations à faire. Il faut mettre des fonctions clés, il faut écrire des politiques, il faut mettre des comités, etc. Mais ça, je dirais que ça découle en fait de cette espèce de principe de base. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu ça. Est-ce qu'on a une gouvernance Solva 2 ? Est-ce qu'on gère bien les risques ? Est-ce qu'on formalise bien ? Est-ce qu'on sait bien exactement qui fait quoi dans l'entreprise, du haut en bas de l'échelle ? D'accord, donc après ce petit exposé, il y a eu des sujets très, très débattus ces derniers mois à propos de la gouvernance, comme par exemple proportionnalité, compétences collectives et pas mal d'autres. Où en est-on actuellement ? Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de On débats. a le temps, tu vas pouvoir développer. Hein. Oui, alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais peu écrites, autour du principe de proportionnalité, puisque c'était la carte pour permettre aux petites entreprises d'assurance, mutuelles ou autres, de pouvoir passer sans Solvabilité 2 sans avoir trop de coûts. Voilà, globalement, c'était ça. Et à chaque fois qu'on a
tenté d'en avoir une définition plus précise que celle qui est donnée dans la directive, on s'est heurté finalement à un refus au niveau européen, pas uniquement au niveau français, au niveau européen. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même des débuts de choses, il y a des débuts de quelque chose. Alors, si on reprend notamment la dernière notice de la CPR, on sait que maintenant, quand on fait 50 millions de chiffres d'affaires ou moins, et qu'on a des risques simples, on peut être considéré, on pourrait, toute chose égale par ailleurs, utiliser le principe de proportionnalité pour peut-être ne pas faire certaines choses. Voilà. Mais tout ça, c'est tout très conditionnel et on voit bien que ce principe de proportionnalité qui, au départ, générait beaucoup d'espoir pour simplifier les choses, aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qui est un non-sujet. Pour moi, c'est un non-sujet. Alors évidemment, au titre du principe de proportionnalité, on peut se dire on va traiter dans la même politique écrite tel et tel sujet, voilà. Mais enfin, il faut quand même traiter les sujets, donc qu'on les mette dans deux documents séparés ou dans un, finalement, ça ne change pas grand-chose, il faut quand même le faire. On pourrait éventuellement mettre deux personnes sur la même fonction clé, mais non, parce que finalement, là, etc., il va falloir négocier. Donc, pour moi, aujourd'hui, le principe de proportionnalité, c'est devenu un peu un non-sujet et voilà, progressivement, on a un peu laissé tomber le principe de proportionnalité. D'accord, non-sujet parce que finalement, ça n'existe pas. Je dirais pas que ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'on peut encore arguer. Mais moi, je suis là pour. Voilà, je dirais pas que ça n'existe pas. Il y a eu quand même des petites choses. Il y a des remises trimestrielles qui sont pas obligatoires pour les petits. Il y a ces dérogations possibles sur les fonctions clés pour les organismes qui font moins de 50 millions. Il y a des petites choses. Mais bon, on voit que c'est quand même peut-être une négociation à avoir en bilatéral avec son autorité de tutelle, avant tout. Voilà, voilà, ça se négocie. Ça se négocie. Sur la compétence collective, on est sur le même niveau d'avancement. C'est-à-dire qu'on met ça aussi de côté. Ah non, je dirais pas qu'on met ça de côté. En fait, alors l'exigence de compétences collectives pour les membres d'un conseil d'administration, elle est antérieure à Solvabilité 2, puisqu'elle est arrivée par un décret de fin 2014 dans la réglementation d'assurance. Je dirais que là, alors, on peut avoir une compétence collective, mais il faut que tout le monde soit quand même compétent. C'est-à-dire que si tout le monde est incompétent en disant on a une compétence collective, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc je pense que c'est... Alors la CPR ne le traite absolument pas ce sujet, dit que c'est une compétence collégiale, collective, mais en même temps on voit bien qu'on peut arriver à l'utiliser à condition d'avoir encore une fois une formalisation de ce que c'est. De mettre soit des plans de formation, soit de faire des auto-évaluations. Enfin, il y a tout un process à faire avec les administrateurs pour arriver à utiliser ce concept. Voilà, on peut l'utiliser, il est là, mais à condition d'y mettre les formes. Je peux résumer comme ça. Alors, c'est pas suffisant, y mettre les formes, c'est-à-dire, c'est quoi en fait que... C'est-à-dire qu'il faut peut-être interroger chaque membre du conseil d'administration, lui demander dans quel champ de compétences. D'abord, avant toute chose, il faut individualiser les champs de compétences, les signifier. Ensuite, il faut demander à chaque administrateur où il se sent le plus à l'aise, le plus compétent. Ensuite, faire un petit recueil de demandes de formation pour renforcer des compétences, etc. Éventuellement, regarder son recrutement de conseil d'administration, voir comment on pourrait faire pour renforcer les compétences là où il n'y en a pas. Et puis ensuite, effectivement, on arrive à établir une compétence collégiale du conseil qui peut tenir si la CPR venait à désirer interviewer tel ou tel membre du conseil d'administration. D'accord. Bon, donc 2-3 petits trucs à faire comme ça, en passant. Pour les dirigeants, puisqu'on en parlait, opérationnels ou politiques, il y a forcément des conséquences de cette mise en place. Quelles sont-elles, notamment sur les relations entre politique et opérationnel ? Alors, le couple, je pense que le couple dirigeant, directeur général et président, notamment en mutualité, existe depuis toujours, même si le terme de directeur général n'est pas dans le code de la mutualité. On voit qu'il y a
progressivement l'émergence d'un directeur ou d'un directeur général. Il y a encore des endroits où il n'y a pas de directeur général, pardon. Mais maintenant, tout ça, c'est extrêmement formalisé. La grande différence, c'est que c'est formalisé. C'est ça. Il faut faire une politique écrite qui explique comment on va se partager, alors qu'il n'y a rien dans les textes pour le faire. Voilà. En fait, c'est l'intrusion de notions de bonnes pratiques, parce que la gouvernance, ça reste quand même un domaine non réglementé, c'est réglementé par des bonnes pratiques, mais comme on est dans un régime prudentiel, tout ça, il a fallu quand même l'écrire. Donc là, on demande en fait aux entreprises de formaliser leurs bonnes pratiques de direction générale, de gestion, de rapport entre la sphère politique et la sphère opérationnelle, de manière extrêmement précise. Je crois que c'est ça la différence, c'est la formalisation, mais on met tout sur la table. On sait exactement qui fait quoi, quelle est la délégation, et même la délégation non officielle. Voilà, on sort du champ des délégations sous le propre aspect juridique. Alors, c'est un point évidemment qu'on abordera juste après avec Philippe et Eric, hein, puisque ce sont 2 directeurs généraux. Tout de même, Marie-Laure, tous les organismes semblent maintenant bien avancés sur ces sujets de gouvernance. Pour ceux qui se posent encore la question de savoir ce qu'il faut faire, quels sont les points cruciaux, les priorités, on va prendre le problème à l'envers. Qu'est-ce qu'on pourrait aujourd'hui ne pas encore avoir fait et qui serait à peu près tolérable pour la CPA, hein, que je salue? Là où il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, hein. Toutes les notifications ont été faites. Globalement, formellement, je dirais que formellement, la plupart il me semble que la plupart des entreprises d'assurance ont une gouvernance sur le papier qui doit être conforme. Sinon, de toute façon, elles ont reçu des lettres. Mais ce qui manque peut-être, c'est faire vivre tout ça. Notamment, il y a ces nouvelles fonctions du côté opérationnel qui sont les fonctions clés. Et de ce que j'entends ou je vois parfois, j'ai l'impression que ces fonctions clés ne sont pas déployées dans leur intégralité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire vivre, parce qu'on met en place un système de gestion des risques, on met en place un système de gouvernance, mais par exemple, être fonction clé conformité, c'est pas exactement la même chose que d'être directeur juridique. Déployer une fonction d'audit interne, c'est pas la même chose qu'avant être directeur de l'audit interne. Voilà. Donc là, il manque encore un peu de vécu de solvabilité, de ce qui est normal, parce qu'en fait, ça fait 9 mois, 10 mois qu'on est dedans. Donc là, il y a encore un peu de ça, j'ai l'impression. Et puis surtout, il faut veiller à garder le système vivant. C'est-à-dire qu'il y a eu un énorme effort, notamment pour les politiques écrites. Alors tout le monde s'est empressé de les faire en fin d'année 2015, de les faire valider par les conseils d'administration, les comités en fin d'année ou en tout début d'année 2016. Mais maintenant, en fait, il faut les faire vivre, ces documents. Il ne faut pas que ce soit des papiers qui restent au fond des tiroirs, ou ce que j'appelle une documentation morte. Tout ce corpus, tous ces efforts, en fait, il faut les revoir, il faut les appliquer, etc. Et ça, c'est du quotidien. Je dirais que c'est du quotidien. Il faut faire vivre ça, et ça sera de manière itérative. C'est-à-dire qu'on va le faire progressivement, et on voit bien que le train est en marche. Très bien, le train est en marche. Alors justement, on a deux directeurs généraux qui vont pouvoir nous expliquer comment le train fonctionne. Après cet exposé de Marie-Laure, moi j'ai juste une question, je voudrais une réponse très rapide, très factuelle. La question finalement, elle est de savoir, pour moi qui ne suis qu'un simple observateur du marché, du milieu, solvabilité 2 en termes de gouvernance, est-ce que ça a été un effet positif ou négatif pour vos organismes? Juste un mot et puis après je vous repose des questions. Positif ou négatif, Eric? Une fois qu'on a avalé la consommation de ressources techniques, humaines et financières que ça représente, je pense, en tous les cas en ce qui me concerne, hein, je prends la précaution oratoire de dire que ce que je vais dire là, c'est typiquement ce que je ressens. Hein, je pense très positif. Je tire un bilan positif, moi, de la mise en place de Solva 2. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Merci. Et Philippe, vous avez un micro chacun. On a de la chance. Ouais, bah ouais, c'est royal. Il y en a même un pour Marie-Laure. Bonjour à tous. Donc déjà, effectivement, nous, on tire le même constat, c'est-à-dire que c'est un effet positif pour la gouvernance de notre mutuelle. Donc, pour plusieurs raisons, que je détaillerai plus en détail tout à l'heure. Mais déjà, au niveau de la concentration des pouvoirs, ce qu'il faut bien voir, c'est que la directive Solvabilité 2 donc, interdit maintenant qu'un dirigeant prenne une décision clé seul.
Donc il y a vraiment un partage du pouvoir, donc c'est quelque chose qui est vraiment sain pour l'organisation. Il y a également un renforcement des contrôles, donc, et notamment avec une exigence de revoir en détail l'ensemble des risques stratégiques de la mutuelle, au moins une fois par an avec son conseil d'administration, ce qu'on ne faisait peut-être pas de façon systématique par le passé. Et puis ça donne également une vision prospective des risques de la mutuelle, donc de savoir dans 1 an ou 2 ans où la mutuelle en sera au niveau de ces risques. Philippe, je reste avec vous. Donc ça, c'est maintenant que tous les travaux principaux ont été faits. Revenez un petit peu sur votre expérience. Comment ça s'est passé, cette mise en conformité de la gouvernance à la MGD? Donc nous, effectivement, on est une mutuelle de taille à taille humaine. Donc on est en plein, je dirais, dans le principe de proportionnalité. Alors le principe de proportionnalité, c'est un principe qui avait été introduit au traité de Lisbonne, donc au niveau de l'Europe. Donc c'est un principe qui s'applique à tout le monde et pas qu'à l'assurance, qui précise bien qu'il ne faut pas excéder ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs. Donc il faut bien pas forcément partir directement dans il faut faire une politique écrite ou il faut formaliser, mais il faut bien se reposer en amont quel objectif est visé par la directive en termes de gestion des risques notamment. Donc nous, au sein de la mutuelle, donc ça s'est traduit par 4 axes. Quatre axes. Donc le premier axe, c'était vraiment la maîtrise en interne de toute la modélisation solvabilité 2. Donc c'était vraiment reprendre et se réapproprier les calculs qu'on avait pu faire en phase préparatoire et pouvoir les faire vivre. Il y a un deuxième axe qui est vraiment la mise en œuvre des politiques écrites, qui sont un peu les garde-fous du conseil d'administration vis-à-vis de sa direction effective. Donc, un troisième axe qui était vraiment également de travailler sur la remontée et tout ce qu'on pouvait faire, remonter en termes de S2 vis-à-vis du conseil d'administration et de nos administrateurs. Et puis un quatrième axe qui était vraiment l'appropriation des fonctions par les responsables de fonctions clés. Donc je vais peut-être développer ces items. Allez-y, oui, on a un peu de temps. C'est vrai que pour la maîtrise des risques, donc nous, ça s'est traduit en termes de calcul S2 par l'appropriation de ce qu'on appelle la pieuvre, c'est-à-dire les principaux risques de l'entreprise. Donc notamment, déjà le premier risque qui est le risque de marché. Donc on a travaillé sur le risque de marché pour le modéliser en interne, essayer d'atténuer l'effet marché sur les besoins de fonds propres de la mutuelle. Un deuxième axe qui est l'axe du SCR de souscription, où là on a vraiment cherché à remodéliser en interne les best estimates de primes et de sinistres, puisqu'auparavant dans les exercices préparatoires on utilisait des outils de marché, tels que des outils Vega, qui ne calibrent pas de façon assez fine ces besoins en capitaux. Et puis un troisième axe sur lequel nous avons travaillé, qui est le SCR de contrepartie. Et là, le but est vraiment de mieux calibrer l'exposition de la mutuelle au risque de défaut d'une contrepartie, notamment des intermédiaires avec lesquels nous travaillons. Donc ça, effectivement, ça a été vraiment un travail fait en interne au niveau collectif, qui s'est traduit par des actions de management derrière. Après ça c'est pour le premier point. Deuxième point, c'était au niveau des fonctions clés. Donc les fonctions clés, nous, effectivement, on a une structure à taille humaine. Donc les fonctions clés sont aujourd'hui occupées par les différents directeurs de la mutuelle. Donc typiquement, la fonction clé audit est assurée par le directeur de l'actuariat. La fonction clé gestion des risques par le directeur financier. La fonction clé conformité par le directeur des ressources humaines et du juridique, et également un actuaire qui occupe la fonction clé actuariat. Je dirais ce qui est important pour les fonctions clés, c'est que déjà les fonctions clés s'approprient bien, quelle est leur mission, donc qu'ils aient une vraie réflexion. Et donc pour ça, nous en interne, chaque fonction clé a décrit son poste, donc elle l'a formalisé et va le présenter au conseil d'administration. Il faut également, comme ces fonctions clés sont directement opérationnelles, qu'elles puissent être en capacité de dégager du temps pour le mettre à disposition de leur mission.
Et puis également, un point important, ces fonctions clés, chaque année, elles feront un état des lieux de leurs travaux au conseil d'administration. Nous avons également effectivement travaillé sur la remontée du dispositif S2 au conseil d'administration. Alors c'est vrai que dans le conseil d'administration, on n'a pas forcément toujours des experts en finance ou qui savent appréhender ces sujets-là. Donc le but, ce n'est pas d'en donner de trop, mais c'est bien de pouvoir donner une lisibilité sur l'ensemble des risques de la mutuelle au conseil d'administration, donc d'avoir un échange sur ces risques-là, et également d'être pédagogique sur la marge de couverture de la mutuelle. Après ça, concernant les politiques écrites, donc comme tout le monde, on a fait valider nos politiques écrites par le conseil d'administration fin 2015. Aujourd'hui, avec un peu de recul, on est peut-être allé un petit peu trop loin dans le sens où on voulait bien faire, et donc on se retrouve peut-être avec des politiques écrites qui vont peut-être un peu trop loin, qui sont peut-être un peu trop contraignantes pour la direction effective. Donc je pense notamment à tout ce qui est l'appétence au risque ou le contrôle des placements. Parfois, on a écrit des choses qu'on voulait bien faire et peut-être en faire autant qu'une grosse mutuelle. Au final, avec le recul, je pense qu'il faut vraiment revenir aux objectifs fondamentaux qui sont recherchés par la directive et recalibrer nos politiques écrites pour les rendre vraiment efficientes et bien décrire ce que l'on fait et pas essayer de faire plus que ce qu'on doit faire vis-à-vis au regard de notre taille. D'accord. Justement, Marie-Laure, est-ce qu'il y a un risque d'en faire trop, d'aller trop loin, ou est-ce qu'on n'en fait jamais trop pour la CPR? Moi, je ne veux pas parler pour la CPR. Est-ce qu'il y a un risque d'en faire trop? On serait tenté, si on avait des ressources illimitées, on serait tenté d'en faire trop, parce que le champ est illimité. Le sujet, c'est qu'il ne faut pas se noyer dans le détail, il faut que ça reste, il faut que toute cette formalisation, tout ce processus de documentation, etc., il faut que ça reste pertinent, efficient, adapté au risque, surtout adapté au risque. Il faut toujours garder en tête la matérialité du risque que l'on veut maîtriser, gouverner. Donc, et surtout que les opérationnels, les gens qui sont là, soit les porteurs de risque, soit les services transversaux, puissent se servir de ça. C'est surtout ça. Donc en faire trop... oui, on peut toujours faire mieux, etc. Mais après, effectivement, comme on vient de le dire, on risque d'être enfermé dans un carcan et ne plus pouvoir bouger. Il y a aussi ça, hein, parce qu'une fois qu'on a écrit quelque chose et fait valider par le conseil d'administration, si on ne veut pas le faire, ça c'est aussi l'autre côté. Il faut revenir devant le conseil d'administration et puis dire, bah voilà, finalement, c'est pas comme ça, on veut bouger notre allocation d'actifs, ou le risque de souscription, on le voyait pas comme ça, ou ça, on le fait pas exactement pareil. Donc il faut refaire valider de nouveaux documents, et ça suppose encore de réexpliquer devant le conseil pourquoi ce qu'ils avaient voté l'année d'avant c'était moins bien, etc., etc. Donc ça demande beaucoup aussi de formalisation, d'explication, et à chaque fois ça perd du temps. Donc je pense qu'aujourd'hui, si j'ai entendu les débats précédents, il faut éviter quand même de perdre trop de temps sur ce réglementaire. L'idée c'est quand même d'optimiser tout ça pour que ce soit utile. Et Eric, vous vouliez finir pour rebondir. Ouais. Oui, juste pour rebondir. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il faut pas. Enfin, il faut avoir une continuité. C'est-à-dire que la politique écrite, elle doit vivre. Il ne faut pas la changer tous les ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller voir son contrôleur et lui dire bah, cette année, mon appétence au risque, elle se calculait comme ça. L'an prochain, j'ai changé les critères, elle se calcule comme ça. Je pense qu'il faut mieux vraiment marquer ce qu'on fait, donc écrire ce qu'on fait, quitte à en mettre un petit peu moins que tout ce que prévoit la réglementation, mais s'y tenir et prouver au régulateur qu'on est bien conforme dans le temps à notre politique. Merci Philippe. Eric, vous, bon, forcément, EOVI MCD, c'est une mutuelle plus importante que la MGD. Une mutuelle... mais toutes les mutuelles sont à taille humaine. J'en ai pas entendu une un jour me dire nous ne sommes pas à taille humaine, nous sommes à taille planétaire. Même si certaines peut-être. Ça, c'est une aparté que je vais refaire. Pour une mutuelle plus importante quand même, comme vous, en phase de rapprochement également, est-ce que finalement ces changements de gouvernance, ça peut avoir des bénéfices? Quels sont-ils? Comment ça se passe? Question ouverte. D'abord, ça se passe bien. Je crois que vous m'auriez dit le contraire, je vous aurais pas cru. Pour rebondir un peu sur ce qui a été dit à l'instant, je pense que l'enjeu, il n'est pas tant
en termes de gouvernance, de satisfaire aux exigences parfois, voire souvent démesurées de la CPR, que d'avoir un mécanisme de déploiement de la gouvernance de la mutuelle qui soit en permanence remis sur le tapis et qui soit le plus fluide possible. C'est plutôt ça l'enjeu. Moi, ce que je considère, enfin, la vision que j'en ai aujourd'hui de la mise en œuvre de tout ça, c'est que ça a apporté à la mutuelle que je dirige d'abord plus de rigueur, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas forcément auparavant, mais je pense qu'il y a eu plus de rigueur. Il y a eu, comme l'a dit Marie-Laure, beaucoup plus de formalisation. On est quand même dans une entreprise souvent où la culture de l'oral prédomine, hein, donc là ça oblige quand même à formaliser un peu les choses, donc plus de rigueur. Je pense que ça a irrigué toute la chaîne de gouvernance, politique comme opérationnelle aussi. Hein. Je pense que notre débat ne se limite pas à la relation président-directeur ou relation avec le conseil d'administration. Hein. Je pense que ça a irrigué tout le monde, ça amène tout le monde à se reposer des questions. Et ça, je pense que de ce point de vue-là, c'est positif. Hein, dès lors qu'on a des obligations qui nous amènent en fait, à nous remettre en cause régulièrement, moi je pense que pour nos entreprises, c'est positif. Peut-être un point, alors je ne sais pas si c'est un point négatif, mais moi en tous les cas c'est une constatation que je fais, c'est que la mise en œuvre de tout ça a certes probablement renforcé les pouvoirs dans les mains, alors peut-être les mains des quatre yeux, c'est rigolo ça, mais on peut tous se permettre. voilà, de quelques personnes, et notamment du conseil d'administration. Par contre, de mon point de vue, je pense que ça a, alors je ne sais pas si on a enregistré, mais quasiment confisqué les pouvoirs des assemblées générales. On pourra me raconter tout ce qu'on veut. Je pense qu'aujourd'hui, les vrais pouvoirs, ils sont dans le conseil d'administration et majoritairement là. D'ailleurs, on le voit bien. Hein. Aujourd'hui, moi, je prends un exemple pour étayer ce que je dis. Hein. On n'a aucune difficulté à tenir un conseil d'administration sur une journée entière, tous les mois, si on veut. Ce n'est pas les sujets qui manquent. Par contre, l'exercice de style, c'est de se dire, l'AG, il faut que ça tienne en 2 heures. Hein. 3 heures si ça déborde un peu. Mais bon, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est quand même, enfin, en tous les cas, pour les expériences que j'ai, c'est un petit peu comme ça. Après, dans le déploiement, on a fait comme tout le monde. Hein, on a fait nos politiques écrites. Est-ce qu'elles sont trop détaillées, pas assez détaillées? Je ne sais pas encore aujourd'hui le dire. On verra. Je pense qu'on pourra tirer, c'est comme Lani tout à l'heure, on tirera un bilan, je pense, au terme des 2 ou 3 prochaines années véritablement. Mais ce qui est important, c'est que le système y vive. Quoi. Voilà, il ne faut pas s'enfermer dans ce qu'on a pu écrire. Il ne faut pas s'enfermer dans les processus qui ont été déployés. Et il faut en permanence remettre l'ouvrage sur le métier et faire preuve d'agilité nécessaire. Après, que ce soit une mutuelle d'une taille importante, petite, moyenne, peu importe, je pense qu'on a tous à peu près fait la même chose. Moi, ce que je constate, c'est que ça a vraiment, dans le conseil d'administration, créé ça a vraiment fait un changement de paradigme, véritablement. Moi, je constate auprès des administrateurs de la mutuelle, dès lors qu'on a pris un peu le temps de leur expliquer la logique de Solva 2, la logique de gouvernance, la logique de fonction clé, la logique de politiques écrites, etc., ça a créé, je ne vais pas dire pour 100% des administrateurs, mais pour une bonne majorité d'entre eux, ça a créé de l'appétence, véritablement. Hein. Et aujourd'hui, moi qui ai un peu d'expérience mutualiste, hein, vous arrivez plus, enfin moi aujourd'hui, j'arrive plus dans un conseil d'administration, ou quasiment plus, avec les dossiers remis sur table. Ça, c'est terminé. Hein. Moi, on a connu ça il y a 15 ou 20 ans, pour certains d'entre nous ici. Là, aujourd'hui, ça, c'est fini. Je pense que, et ça, genre, je ne dis pas que c'est directement un effet Solva 2, mais dès lors qu'on a pris le temps de former les administrateurs, à leur expliquer les engagements, les responsabilités également, collectives ou individuelles qui pèsent sur eux, aujourd'hui, ils ont un niveau d'exigence, et je pense que c'est bien, je ne le dis pas de manière négative, hein, je pense qu'ils ont un niveau d'exigence en termes de transparence, ça a été évoqué tout à l'heure, et en termes de transparence et de communication des éléments pour qu'ils puissent avoir le temps de les écrire, de les lire, pardon, et de poser les questions ensuite qu'ils voudront poser. Un conseil d'administration le vendredi, si je n'ai pas envoyé les documents le lundi, il ne vaut mieux pas mettre le point à l'ordre du jour. Hein. Marie-Laure, tu acquiesces, tu valides en effet. Alors on appelle ça quoi? C'est de la professionnalisation, Ah oui, clairement. Il y a une attente des élus et puis dans la sphère mutualiste et puis dans la sphère paritaire aussi qui est tout à fait différente. Moi, j'ai vu l'évolution en 3 ans. Là. D'abord, il y a beaucoup plus de demandes de formation. Mais la formation maintenant, c'est plus Solva 2, c'est les 3 piliers, c'est ça. C'est je reçois un rapport Orsa. Moi, en qualité d'administrateur, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je regarde, comment je me comporte, etc. Bientôt, il va y avoir les rapports narratifs du pilier 3, des gros pavés. Et déjà, les conseils s'en préoccupent.
C'est-à-dire qu'ils vont se demander j'espère que vous allez me les donner suffisamment à temps pour que je puisse avoir le temps de les lire, de les comprendre, et poser des questions. Enfin, on est complètement sorti si ça a pu exister il y a 15-20 ans, de la zone où le conseil d'administration était la chambre d'enregistrement. Vraiment, là, il y a énormément, et puis il y a beaucoup d'administrateurs qui vont essayer d'aller travailler dans les comités. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup finalement, les comités prennent toute leur importance, donc qu'on appelle dans Solva 2 la comitologie. Aujourd'hui, on voit que ça a toute son importance, parce que autant, effectivement, on ne peut pas avoir tous les sujets de manière approfondie en conseil d'administration. Du coup, on donne plus de missions, alors pas plus de pouvoir, parce que le pouvoir reste au sein des conseils d'administration, mais plus de missions d'analyse en profondeur de certains dossiers, à la fois au comité d'audit. On crée des comités des risques, les commissions financières se déploient aussi pour gérer le risque d'actifs. Enfin, voilà, on a l'impression qu'il y a un investissement. Alors, certains administrateurs râlent quand même, parce qu'ils ont de plus en plus de travail. Voilà. Enfin, ils râlent gentiment, et en même temps, ils sont la plupart du temps des passionnés, donc ils viennent là avec plaisir. Mais ils ont quand même de plus en plus de séances. On voit que la densité des sujets fait que les séances de conseil d'administration et des comités associés sont quand même de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues. Voilà. Mais ça veut bien dire que les dossiers sont étudiés de manière beaucoup plus approfondie qu'elles ne l'ont pu l'être auparavant. Philippe, vous confirmez cette impression-là, et qu'est-ce que ça change aussi dans le boulot du directeur général? Oui, alors effectivement, je confirme qu'il y a une professionnalisation des conseils d'administration. Donc on a des retours des administrateurs sur ce sujet. On a également mis en place des formations pour les administrateurs pour qu'ils puissent mieux appréhender la directive Solvabilité 2. Donc oui, on vit vraiment cette professionnalisation. Et vous, ça change quoi au quotidien dans votre boulot? Nous, au quotidien, effectivement, donc, ce que je disais, c'est qu'au niveau des conseils d'administration, ça nous fait quand même un peu plus de travail. Donc, notamment, revoir chaque année l'ensemble des risques, présenter les travaux ORSA de façon prospective. Donc, effectivement, il faut présenter dans un premier temps au comité d'audit, puis après ça au conseil d'administration. Donc, on a beaucoup plus de questions aujourd'hui sur la marge de solvabilité, la solidité financière de la mutuelle, et puis les risques de souscription notamment. Alors il y avait un point que je voulais aborder, puisque c'est finalement quasiment ce qu'il y a de plus frais en matière de gouvernance et de solvabilité 2, c'est la notice qui est sortie, que la CPR a sortie récemment. Je ne vous demande pas si c'est bien ou si c'est mal, je vous demande quel accueil vous avez réservé à ces travaux qui détaillent de plus en plus, dans un contexte très franco-français, qui détaille de plus en plus les obligations. Moi, je dirais, concernant les fonctions clés, effectivement, on avait déjà fait les notifications auprès de la CPR des différentes fonctions clés. Donc, ils étaient revenus vers nous. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est pleinement dans l'esprit de cette ordonnance du 2 novembre. Après ça, je dirais, elle n'est pas révolutionnaire, mais elle acte des choses qui étaient dans les tuyaux depuis quelques temps déjà. Et Eric, pareil pour vous? Oui, pareil. Moi, je pense que l'intérêt de la notice qui a été publiée ces jours-ci, c'est qu'elle amène par écrit un petit peu la position doctrinale de la CPR jusqu'à maintenant. Je pense qu'on a vécu les uns et les autres ces derniers mois, d'une brigade à l'autre, des positions qui pouvaient être différentes sur un même sujet. Bon, là maintenant, l'avantage, c'est qu'on a quelque chose d'écrit. De mon point de vue, il n'y a rien de nouveau ou quasiment rien de nouveau dans ce qui a été publié dans cette notice, mais qui circulait quand même déjà depuis... C'est pas mal de semaines, et sur lesquelles on avait été pas mal associés aussi. Donc voilà, l'intérêt c'est que il y a une référence écrite. Maintenant, espérons que comme pour nos politiques écrites, la CPR fasse vivre également sa notice régulièrement. Ouais. Marie-Laure, sur le sujet de la notice, un joker ou... Non, alors elle est intéressante à lire parce qu'elle précise bien toute la doctrine de la CPR en matière de gouvernance, et elle met le doigt sur certains sujets qu'on aurait peut-être aimé ne pas avoir traités. Mais elles sont là, donc au moins c'est là, on sait à quoi s'attendre. Si on n'est pas dans les clous, on sait comment négocier. Ça a cet avantage-là, de transparence. Je pense que c'est intéressant, sujet de transparence. Mais ce qui est un peu surprenant quand même, ce sont des sujets très franco-français. À l'extérieur, on n'a pas ces débats-là sur la gouvernance. Il n'y a pas ça, parce qu'il y a
il y a des transpositions qui étaient faites en droit français qui n'étaient pas nécessaires. Par exemple, le principe du double regard ou les 4 yeux, les transposés dans la réglementation française de façon différente selon les 3 codes, alors qu'il n'était pas dans la directive, donc ce n'était pas la peine de le transposer. Voilà. Il aurait pu être d'application directe. Il y a des choses comme ça qui sont très réglementées en France. Donc la position, la notice est une explication de la doctrine de la CPR qui lui est venue parce qu'elle a fait énormément de courriers suite aux notifications des fonctions clés. Donc au moins, comme ça, on sait maintenant exactement quelle est la position du superviseur français, ce qui est quand même beaucoup plus facile de se préparer si on veut négocier quelque chose. Au moins, on sait le texte, le niveau de compréhension du texte. En gros, le régulateur a fait sa politique écrite, c'est ça, hein? Je résume, mais moi je peux, ouais, ils ne viendront pas me contrôler. Eric, vous réagissez? Oui, enfin, je ne réagis pas, je voudrais revenir sur le sujet de la professionnalisation qu'on a évoqué, sous 2 angles. D'une part, professionnalisation des administrateurs, je pense que ça c'est indiscutable, indéniable, et c'est un mouvement qui est en marche, qui, à mon sens, ne s'arrêtera pas. Conséquence négative, c'est que je pense que pour certains administrateurs, du fait du volume de travail qu'on a évoqué les uns et les autres, pour un certain nombre d'administrateurs, il peut y avoir un risque de démotivation ou démobilisation. À un moment donné, pardonnez-moi l'expression, ils ne prennent plus leurs pieds dans le travail, donc avec un risque de perdre un certain nombre de militants. A contrario, si on en perd, il va falloir en faire rentrer d'autres. Et pour en faire rentrer d'autres, il va falloir aller taper dans des, pardonnez-moi l'expression aussi, taper dans des niveaux de professionnalisme qui, au moins pour ma mutuelle, ne sont pas forcément toujours là aujourd'hui. Donc ça, c'est une vraie interrogation qu'on doit avoir pour le futur. Professionnalisation aussi au niveau des équipes de direction, parce que ça, c'est une autre mécanique aussi. Piloter une mutuelle ou une entreprise mutualiste sous Solva 2, avec notamment un pilotage managérial par la gestion des risques, c'est complètement nouveau. Et là aussi, on a un besoin d'acculturation des équipes de direction, du management, du top management, du management de proximité, etc., qui est également qui est loin d'être négligeable également, hein. C'est quand même un petit peu de changement de culture. Bon, eh ben, écoutez, un défi. Alors, j'en profite, on a du temps, et puis on a des hôtesses. Est-ce que la salle a des questions? Non, mais je vous laisse un peu plus de temps que tout à l'heure. Tout à l'heure, on était vraiment là-bas. Là, il y a une question tout au fond. C'est Christian. Ça va marcher, il y a le magicien qui... Hop, ouais. Si tu parles, ça va marcher. Mais si. Ne touche pas au bouton. Ne touchez pas au bouton. Ça marche. Ça marche. La professionnalisation, elle a changé autre chose. Elle a changé quand même fondamentalement l'ADN des mutuelles, où le parcours, c'était je suis adhérent, je suis militant de terrain, je suis militant de terrain, je suis délégué, je deviens... Et je veux gravisser tous ces échelons sur la base des mêmes critères, c'est-à-dire l'engagement mutualiste, au service des adhérents, qui pouvaient être je joue l'équilibre des prestations, des cotisations et tout ça. Et donc ce qu'a dit Eric tout à l'heure, l'AG n'ayant plus de pouvoir, ça change complètement toute la vision qu'on peut avoir de la relation de la mutuelle à ses adhérents et à ses militants. On rajoute là-dessus l'ANI qui éloigne encore un peu plus. Et il y a quelque chose aussi à repenser dans cette organisation-là et dans la relation globale de la mutuelle à ses adhérents, quoi, finalement. Christian, un point d'interrogation dans ton intervention? Je te remercie. Non, mais moi je suis d'accord avec ce que tu dis, Christian, hein. Effectivement, il y a quelque chose qui change, effectivement, hein. Aujourd'hui, pour les recruter des nouveaux administrateurs, effectivement, on change complètement le cursus que tu as développé, hein. On va plutôt chercher justement dans les grands contrats collectifs, avec des gens qui ont des fonctions soit financières, soit RH, soit management, soit projet, etc. Voilà, c'est pas le même mode entre guillemets, de recrutement, hein. Philippe, vous confirmez également ça? Oui, tout à fait. Mais nous, effectivement, on a eu des retours de certains administrateurs qui se retrouvent moins dans ce nouveau mode de gouvernance. Et aujourd'hui, au niveau de l'AG, effectivement, on a revu nos statuts et on a fait rentrer effectivement des membres honoraires, donc c'est-à-dire les entreprises, au niveau de l'AG. Voilà, donc membre honoraire. Merci Christian. Une autre question, et je vous promets, je ne vous embête pas comme Christian, avec Christian c'est différent. Une autre question dans la salle? Allez-y, oui, là. Troisième rang. Pierre Gastrebois, Massif Mutualité. Est-ce que vous avez fait évoluer vos tableaux de bord pour piloter sous solvabilité 2, par rapport à solvabilité 1? Pour ce qui me concerne, oui, tout à fait, oui.
Bah oui. Toute la mécanique des tableaux de bord et du reporting, effectivement, a été, alors c'est pas terminé, hein, pour que je sois honnête aussi, mais a été repensé, oui, tout à fait, pour que notamment les tableaux de bord intègrent les critères d'appétence au risque, sur lesquels on a besoin de faire du reporting régulier, oui, bien sûr. Merci. Une autre question dans la salle? Oui, tout au fond. Ouais. Merci pour les questions. Non, mais profitez-en. Pour une fois, on a du temps. On a quand même trois experts qui peuvent parler. Ne me posez pas de questions. Christian Germain, CCMO Mutuelle. Comment faire pour respecter la demande de la CPR qui veut qu'on ait plus de candidats aux postes d'administration que de postes eux-mêmes et choisir en même temps ces candidats pour qu'ils soient compétents? Tu nous poses la question ou tu vas nous expliquer comment tu fais? Gardez le micro, Christian, vous nous expliquerez. Mais... alors moi, en ce qui me concerne, moi, j'ai pas encore eu cette demande, la demande que tu viens d'exprimer, Christian, sur le fait qu'il fallait qu'on ait plus de candidats que de postes à pourvoir au CA. Ça va peut-être venir, mais moi, je l'ai pas encore eu à ce jour. Hein. Marie-Laure, ouais, la CPR nous a expliqué qu'on n'avait pas le droit de coopter. On est d'accord. Bon. Donc, on n'a pas le droit de coopter. Donc, quand on a des postes vides, il faut faire appel aux candidatures. L'appel aux candidatures doit être fait de façon générale. Donc, quand on a cet appel à candidature, on peut avoir plus de postes. Et ils ont dit une véritable élection, ce n'est pas un nombre de postes égal au nombre de candidats. C'est ce qui nous est arrivé, nous, la dernière fois, mais c'était un coup de bol. Enfin, si je puis dire, sauf pour le candidat éliminé. Une élection, c'est comme ça, ouais, normalement. Non, pas de réaction? Ah si. Anne-Marie. Attends Anne, le temps qu'on t'apporte le micro, une réaction sur... ça part dans tous les sens. Je veux dire que là, on est clairement dans ce que je disais tout à l'heure en introduction, à la frontière entre la démocratie mutualiste, c'est-à-dire le code de la mutualité, avec la petite couche prudentielle qui est au-dessus et qui permet en fait d'interpréter certaines dispositions pour les tordre un petit peu. Tout à l'heure, on parlait du pouvoir de l'Assemblée générale. La manifestation la plus évidente de ce fait-là, c'est la publication du rapport au public bien en amont de la tenue des AG. Donc c'est un petit peu curieux. C'est-à-dire que le rapport au public, il va être à la cible sur vos sites internet fin mars, début avril, et jusqu'à présent, les AG ne seront pas trop. Donc on sait qu'il va y avoir des choses comme ça qui perturbent un petit peu le déroulement habituel. Alors ça s'adaptera peut-être, mais en tout cas le déroulement habituel de ce droit entre guillemets de la mutualité. Et donc tout tombera en même temps maintenant. Anne, tu avais une réaction Oui, alors moi c'est comme Marie-Laure, je forme des administrateurs. Le problème c'est que dès qu'ils sont formés et informés, dès qu'on a un petit peu de compétences sur l'appétence au risque, est-ce qu'on veut encore rester administrateur? C'est un vrai sujet ça, parce que... Qu'est-ce qu'on veut faire après? Oui, parce que quand on connaît tellement les... Je le sais, je suis une femme, dans pas très longtemps, 10 ou 20 ans, je serai à la retraite. Et comme je suis actuaire, je suis honorable et compétente. Donc forcément, on commence à me draguer pour être administrateur. Il faut mettre à parité. Mais j'ai surtout pas envie de l'être. D'accord. Il va y avoir un autre sujet, c'est que dès qu'on a de la compétence par rapport au risque, compte tenu des désengagements de la Sécu, qui va vouloir être administrateur de mutuelle tout en étant compétent? C'est pas compatible les deux trucs, parce que quand on sait trop, je sais pas. C'est pas plus on sait, moins on a envie, quoi. Oui, quoi. Plus on sait, quoi. Plus on sait, et les risques sur un rôle qui est bénévole, qui demande énormément de temps et d'investissement personnel, où les risques relèvent quand même du pénal. Où est-ce qu'on va trouver des administrateurs? Enfin, le Solvabilité 2 n'est pas venu transformer les codes sur les textes relatifs à la responsabilité des administrateurs. Ceux-là, ils n'ont pas du tout été bougés. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de contentieux avéré sur des responsabilités d'administrateurs de mutuelles.
il y a eu sur d'autres entreprises d'assurance, mais pas sur, il n'y a pas eu la mise en cause d'une responsabilité d'un administrateur de mutuelle, d'un ou plusieurs administrateurs en mutualité. Et les textes n'ont pas du tout changé. Donc en fait, quand j'entends dire quelquefois c'est une augmentation de la responsabilité des administrateurs par rapport à ce qui existait avant, je dis c'est plutôt un coup de projecteur ou un élargissement de leur rôle et de leur mission. Mais la notion de responsabilité est toujours la même. Par contre, effectivement, s'ils sont de plus en plus formés, ils sauront exactement vers quoi ils emmènent leur mutuelle. Oui, je voulais intervenir, effectivement, mais au niveau du conseil d'administration, on sent bien venir, c'est-à-dire qu'on leur demande d'être très compétents et également d'avoir plus de responsabilités et d'être plus disponible pour la mutuelle. Et donc là, on se pose vraiment la question de la gratuité du poste d'administrateur. Hein. On est vraiment, je pense, qu'il y aura un nouveau modèle qui va émerger dans les prochaines années. Hein. Faut pas se raconter d'histoire quand même. La gratuité du mandat d'administrateur, elle a quand même sacrément pris un coup depuis quand même quelques années quand même. Hein. Je dis pas que c'est généralisé, loin s'en faut, mais j'attendais qu'on en quand même. parle, quand même. Moi, je veux bien, mais... Une autre question dans la salle? On peut reparler hein, si vous voulez de la gratuité. De toute façon, je pense que la tendance, j'insiste là-dessus, elle est à la professionnalisation, et la professionnalisation, ça se paye. Il n'y a pas de secret. Voilà, donc je pense qu'on ira vers un système, je ne sais pas sous quelle forme d'indemnitaire, etc., qui va aller qui va augmenter. Et parallèlement, il y aura un mouvement de fond de réduction de la taille des conseils d'administration qui va là aussi s'accélérer. Si je prends l'exemple des OVMCD, aujourd'hui 45 administrateurs au sein du conseil d'administration. Je suis enregistré ? Non. Pléthorique, mais c'est le résultat de l'histoire. Là, pour le coup, pour rebondir sur ce que disait Christian Germain, nous, par contre, la CPR nous a demandé de le passer à 18. Aïe. 18. Alors, sur quoi il s'appuie? Sur rien, bien évidemment, hein, à part le code lequel? Code du commerce ou je sais pas quoi, ou voilà, j'en sais rien. Mais voilà, donc on aura de toute façon, inévitablement, on ira vers des réductions de ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Là, j'ai un avis là-dessus, hein, mais à mon avis, c'est le sens de l'évolution des choses. Hein. Merci. Une autre question ou même un avis, hein, une intervention dans la salle, n'hésitez pas, c'est le moment. Non? C'est vrai? Personne? Si? Ah si. Bon, je vois. Mettez-vous tous dans les 10 premiers rangs parce que je n'arrive pas à vous reconnaître de loin. Bonjour, Paul Le Bihan. Bonjour, Paul. J'ai juste entendu, j'ai manqué le début de l'intervention de Marie-Laure, mais j'ai senti dans son propos un certain désappointement ou une forme de regret que finalement on doit avoir un espèce de tropisme français pour vouloir à chaque fois en rajouter par rapport au texte européen. Et bon, même si effectivement vous avez tous dit que dans notre situation, en regard des courriers qui avaient été adressés par la CPR aux différentes mutuelles, la notice venait clarifier les choses, et c'est une bonne chose, puisque manifestement le sujet posait question. Il me semble qu'on est le seul pays européen à pratiquer ce genre de choses, alors que la philosophie essentielle de Solvabilité 2, c'est complain ou explain. C'est-à-dire que si j'adopte quelque chose d'un peu différent, je sais le justifier, je sais l'expliquer. Là, on a tellement encadré le sujet que finalement, on n'a plus la possibilité de faire l'explain. On n'a plus la solution que de faire complain. Mais c'est vrai, le régime Solvabilité 2 s'est vendu comme un régime basé sur, non pas sur la règle, mais sur le principe. Et aujourd'hui, on en est un petit peu loin en France. Voilà, aujourd'hui, on en est loin. Mais c'est comme ça, peut-être qu'en France, on aime écrire la réglementation pour mieux, après, avoir des exonérations, des dérogations, etc. Ça complique un peu la relation. Mais au moins, elle est écrite. Voilà, au moins, on a quelque chose d'écrit. Eh bien, écoutez, je vais refermer cette table qui n'est pas ronde. Merci beaucoup à nos intervenants. Je pense qu'on peut les applaudir fort.